Bonjour à toutes et tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire discussion. Mon nom est Auréliotte, je travaille en mobilisation des connaissances pour le partenariat Arima et l'équipe Regard. Et je vais parler juste quelques minutes pour vous présenter nos invités aujourd'hui. Donc j'en profite, comme vous le voyez, pour vous demander de garder votre micro désactivé, probablement aussi votre caméra, car nous sommes vraiment beaucoup en ligne aujourd'hui. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions en utilisant l'outil de clavardage qui se trouve en bas de votre écran. Donc, on aura une longue période de discussion à la fin du webinaire après les interventions de nos conférenciers. Alors, le sujet sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est la fragilité du modèle des CHSLD et des résidences pour personnes âgées qui a été révélé au grand public avec la crise de la COVID-19. Est-ce que les réformes passées et l'organisation du travail dans ces résidences ont entraîné des situations tragiques qui ont été rapportées récemment? Alors, on a deux experts qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour en parler, François Aubry et Louis Demers. Bonjour, messieurs. François Aubry est professeur au département de travail social de l'UQO et ses recherches portent sur l'analyse des pratiques des préposés aux bénéficiaires et de l'organisation du travail dans les CHSLD. Louis Demers, lui, est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Ses travaux de recherche actuels portent sur les services de longue durée et les lieux d'habitation collectifs pour les aînés. Et j'ai également le plaisir de vous présenter nos deux animatrices aujourd'hui, Dina White et Nassera Touati. Dina White est professeure titulaire à l'Université de Montréal et directrice scientifique du partenariat Regard. Et Nassera Touati est professeure titulaire à l'ENAP, directrice scientifique, Dina est directrice scientifique du partenariat Arima. Et Nassera Touati est professeure titulaire à l'ENAP et directrice scientifique de l'équipe Regard. Voilà, j'y suis arrivée. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Nos animatrices vont converser chacune avec un invité pendant une quinzaine de minutes. Puis nous passerons à la période de questions, dont vous pouvez poser toutes vos questions avec l'outil de clavardage. Donc, je vais laisser la parole à Dina qui va commencer la conversation avec notre première invitée. Dina, c'est à vous. Bonjour François, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Comme Aurélie a déjà mentionné, depuis plus de 10 ans, vous étudiez l'organisation du travail en CHSLD et dans les résidences pour personnes âgées. Vous avez analysé les pratiques professionnelles des préposés aux bénéficiaires, leur santé et sécurité du travail, ainsi que la collaboration interprofessionnelle. En fait, en 2014, avec Yves Couturier, vous avez publié le livre intitulé « Préposés aux bénéficiaires et aides-soignants entre domination et autonomie » auprès de l'Université du Québec. Nous transmettrons la référence, entre autres, après le webinaire aujourd'hui. Or, les CHSLD font la manchette depuis le début de la pandémie de la COVID-19 et pas dans un sens positif. Pour situer la discussion aujourd'hui, pourriez-vous nous parler brièvement des CHSLD et des résidences pour personnes âgées? Quelle est la distinction entre les deux? Qu'en est-il des personnes qui y habitent, du personnel qui travaille, des structures normatives et hiérarchiques qui existent pour assurer la qualité des soins? Oui, alors bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Alors oui, pour répondre à cette question-là, dans le fond, dans le continuum de services destinés aux soins et services aux aînés, on peut distinguer les services donnés au domicile, les résidences privées pour aînés, puis les ressources intermédiaires et enfin les centres d'hébergement. Alors, les résidences privées pour aînés sont considérées par le ministère comme du domiciliaire, c'est-à-dire ce sont des appartements qui sont la possession donc de personnes qui y habitent, avec ou sans service, dépendamment du type de résidence privée. Et puis, il y en a de toutes sortes, des petites résidences privées aux très grandes résidences privées de groupes et de filiales. Donc, il y a de toutes sortes et de toute taille. La gestion des résidences privées se fait bien sûr dans le privé, et puis donc les personnes qui y habitent sont normalement des personnes qui souffrent d'une perte d'autonomie moyenne, modérée à légère normalement. Donc, on peut retrouver des personnes qui souffrent d'une perte d'autonomie moyenne avec service.
ces services étant donnés soit par des préposés de résidence ou soit par des auxiliaires qui proviennent donc de services tels que le CLSC ou les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Donc, c'est ça pour les résidences privées. Ensuite, il y a les ressources intermédiaires qui sont peu nombreuses, qui sont, elles, considérées comme de l'institutionnel. Et puis, il y a les centres d'hébergement et de soins de longue durée au Québec qui sont principalement publics, mais il en demeure évidemment des centres d'hébergement privés conventionnés et privés. Et donc, dans ces centres d'hébergement-là, on accueille les personnes avec la plus forte perte d'autonomie, ce qu'on appelle l'ISOSMAF, le plus important. Et l'équipe de soins qui y travaille est très hiérarchisée. On parle évidemment d'une équipe de soins composée d'infirmières cliniciennes, d'infirmières auxiliaires, de préposés, depuis quelques années, des aides de service également en soutien aux préposés. Et on sait que c'est environ de 3 à 4% des personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent actuellement en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Donc, voilà une description sommaire un peu du continuum de soins et services aux aînés. Merci beaucoup. Maintenant que nous comprenons ces distinctions-là, bon, nous sommes toutes et tous très au courant du fait que la pandémie a surtout ravagé ces CHSLD et les résidences. Il semble que ce soit les lieux, les établissements eux-mêmes ou le système de santé qui sont à la source du problème dans ces établissements. Est-ce que la crise de la COVID a entraîné des problèmes imprévus dans ces établissements? Des problèmes qui sont spécifiques à la pandémie? C'est ça. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on a appris à partir de la COVID? Moi, mon intuition, c'est que non. Ça a davantage exacerbé, augmenté les problématiques déjà très existantes et puis qu'on a observé avec Yves Couturier et Flavie Lemay là, dans un ouvrage qu'on a fait paraître tout récemment là, sur les organisations de soins de longue durée. Bon, cette exacerbation, elle est à plusieurs niveaux. Déjà, évidemment, on sait que c'est une clientèle très fragilisée qui est dans les centres d'hébergement et que le nombre de personnes de 85 ans et plus très fragilisées va augmenter considérablement dans les prochaines années, ce qui fait en sorte que les centres d'hébergement sont quand même des établissements qu'il faut questionner dans leur pratique et dans leur mission. Là, ça paraît évidemment majeur. Et la COVID vient nous interpeller par rapport à ça. Ceci dit, on savait très bien, la littérature nous le disait, que les centres d'hébergement, ce sont des organisations qui peinent à innover, qui sont sous-innovantes ou considérées comme telles. Ça, on le savait. On savait aussi qu'il y avait des problématiques au Québec majeures de main-d'œuvre, pas seulement au Québec d'ailleurs, et dans d'autres pays aussi, c'était assez clair, mais on savait très bien avant la crise de la COVID qu'il y avait un problème de pénurie de personnel, qu'il y avait un problème de gestion de personnel. On savait très bien que les préposés, on leur demandait de faire ce qu'on appelle du temps supplémentaire obligatoire fréquemment à cause d'un manque de personnel, c'est-à-dire qu'on leur demandait de rester sur 2 quarts de travail de suite avec toutes les conséquences en termes de fatigue que ça peut comporter et de risque de blessure. Donc, ça n'a pas, cette crise-là n'a pas mis en lumière davantage de choses. Elle a mis davantage en lumière les fragilités, les failles qui étaient résolues de manière, on va dire, un peu fragile avant la crise et qui, là, a fait en sorte qu'il y a eu une véritable crise, notamment en termes de personnel, une fois que le virus est entré dans ces centres-là. Il y a aussi tout le poids important qui est donné aux familles, aux proches aidants dans les centres d'hébergement. On s'est rendu compte et on s'en rend compte de plus en plus maintenant que les familles apportaient un soutien considérable aux personnes qui étaient en centre d'hébergement, parfois même en donnant des services qui étaient normalement donnés par les centres d'hébergement. Le fait que la famille n'a pas été là pendant plusieurs semaines a été quand même quelque chose de considérable. On n'a pas encore de données là-dessus, mais ça risque d'être intéressant à observer. Donc, il semble qu'il y avait eu, entre autres, un certain téléchargement des responsabilités envers les familles à cause peut-être de la pénurie de main-d'œuvre dans les CHSLD jusqu'à là. Le personnel préposé a été quand même directement impacté par la crise de la COVID à cause de leurs conditions de travail, manque d'équipement de protection individuelle, déplacement d'un CHSLD à l'autre, etc. Maintenant, on a promis de mieux valoriser le travail des préposés.
Que pensez-vous des mesures récentes prises par le gouvernement pour renouveler la main-d'œuvre dans ces établissements? Quelles sont, selon vous, les pistes les plus prometteuses pour valoriser leur travail? Oui, et là, il y a tout un chantier qui était déjà abordé un peu avant la crise, mais qui là révèle à quel point c'est important de se mettre au travail. Alors, peut-être déjà pour bien signifier qui sont les préposés, c'est important, les préposés sont majoritairement des femmes, à presque 85% au Québec, dans le réseau public, j'entends, avec un âge moyen de 44 à 45 ans, et puis aussi, on parle d'environ 42 000 préposés. C'est un volume de main-d'œuvre assez conséquent. Euh, la moyenne d'âge fait en sorte qu'il va y avoir un taux de départ du métier de plus en plus important au fur et à mesure des années qui arrivent, avec ou sans la COVID d'ailleurs. On savait qu'il y avait cet enjeu-là qui était majeur et le ministère le savait très bien. Donc, ce qui a été proposé par le ministère, c'est plusieurs stratégies qui me paraissent, pour certaines d'entre elles, vraiment importantes. Évidemment, la question du salaire. Pour attirer le personnel, et ça, c'est clair que c'est une donnée fondamentale, c'est-à-dire faire en sorte que le salaire atteigne quelque chose comme 26 $ de l'heure, si tant est qu'un jour on y arrive, là, ça reste encore en négociation, mais quand même, et des échelons salariaux un peu supérieurs. Vous savez, pour l'instant, les préposés gagnent un salaire qui est basé sur 5 échelons salariaux par le Conseil du Trésor, alors que les infirmières auxiliaires en ont 12 échelons salariaux. Donc, il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus. Ensuite de ça, la question de la rétention, travailler sur la rétention, parce que ce n'est pas le tout d'attirer du monde, il faut encore des préposés, il faut encore les retenir. Et ça, on savait qu'avant la crise, il ne demeurait au bout de 5 ans d'expérience que 3 préposés à peu près sur 10. Il y en a 7 sur 10 qui partaient au bout de 5 ans. Donc, on peut faire un travail longitudinal. Là, au bout d'un an, il ne restait plus que 8. Au bout de 2 ans, il ne restait plus que 6. Et puis, arrivé au bout de 5 ans, il ne restait plus que 3,5 mettons. Donc, il y a un travail considérable qui est en lien direct avec la précarité d'emploi. Et ça, vous savez, ça a été dans les médias tout récemment, c'est-à-dire la promesse que les préposés qui sont formés actuellement profitent d'un temps complet. Bon, ça reste encore aussi en discussion. Et avant la crise, là, on a des données très claires qui nous montrent qu'il n'y avait que 3 préposés sur 10 qui étaient à temps complet, versus 7 préposés sur 10 qui étaient en temps partiel ou temps partiel occasionnel. Là, on a un enjeu majeur, notamment pour le temps partiel occasionnel. Le métier de préposé, c'est un des métiers les plus précarisés au Québec. Le fait qu'il y ait 30% environ de préposés avant la crise qui étaient en temps partiel occasionnel faisait en sorte que ces préposés-là devaient travailler un jour à un centre d'hébergement, par exemple dans le nord de l'île, centre d'hébergement Laurent d'Eau, le lendemain au centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci. Et c'est ça qui a peut-être été un des vecteurs fondamentaux de la transmission du virus d'un centre à un autre. En tout cas, c'est une des explications. Donc, il faut travailler sur la précarité d'emploi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va travailler à temps complet. D'ailleurs, tous les préposés ne le souhaitent pas. Mais aller vers davantage de temps complet, c'est une stratégie de rétention qui est claire. Il en reste 2 de stratégies. La première, c'est la réduction des problématiques de blessures et de santé psychologique, c'est-à-dire faire en sorte que les blessures soient moins importantes, parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme de préposés actuellement pour des raisons de blessures ou de détresse psychologique, qui est due en grande partie à la pénurie de main-d'œuvre. Et puis un dernier qui est la gestion de personnel, et notamment la question de l'intensité de la charge de travail qui est demandé aux préposés, c'est-à-dire le ratio, faire en sorte que le ratio soit plus intéressant, moins de résidents par préposé, et puis aussi une reconnaissance de leur expertise, c'est-à-dire on sait très bien, les travaux qu'on a menés, notamment avec Baptiste Brossard, là, on montrait, il y a une expertise des préposés qu'on peut valoriser, très clairement valoriser et mettre de l'avant, et ça serait effectivement le moment de le faire. Donc voilà quelques pistes et stratégies en lien avec ce qui a été proposé durant les derniers mois. Merci, mais au-delà des conditions de travail des préposés, quelle stratégie doit-on développer, selon vous, pour améliorer les CHSLD? Est-ce que le concept proposé maintenant par le gouvernement de maison des aînés est suffisant? Qu'est-ce que cela veut dire, qui est différent de ce qu'on a déjà entendu dans les discours politiques précédents et relativement récents d'ailleurs? Oui, avant la maison des aînés, il y avait la promesse du deuxième bain qui a été parfois fait, parfois pas fait selon les milieux, sous le gouvernement Barrette. Il y avait eu d'autres promesses, bon bref, peu importe. Maison des aînés, c'est intéressant parce que c'est une promesse de transformer l'architecture et l'environnement spatial de ces organisations-là qui, pour certaines, méritent d'être modifiées, ça c'est très clair. Qu'on parle notamment de la fonctionnalité, c'est-à-dire de l'accès aux salles pour les résidents qui, on le sait, sont de plus en plus en perte d'autonomie,
de la climatisation. C'est très actuel là, mais il y a des centres d'hébergement qui ne sont pas climatisés et qui ne peuvent pas l'être pour des raisons uniquement structurelles ou en tout cas architecturales. L'esthétique des lieux, ça c'est clair aussi que c'est très important. Donc là, il y a une promesse intéressante de transformer ces milieux-là qui doit être pris en considération. Par contre, c'est pas possible de penser qu'on peut construire des maisons des aînés sans ouvrir ce qu'on pourrait appeler la boîte noire de l'organisation du travail dans ces milieux, c'est-à-dire sans transformer l'activité de travail. Ça serait inconcevable considérant tout ce qu'on a pu voir durant les derniers mois, avant la COVID et durant la COVID. Et il faut absolument que ça soit une possibilité de construire des nouvelles balises ou des nouvelles connaissances sur ce que sont les services de proximité envers les résidents donnés par les préposés principalement. C'est-à-dire, dans le fond, c'est quoi que donner une activité d'assistance auprès d'un résident? Combien de temps ça prend pour, par exemple, soutenir un résident qui a de la difficulté à s'alimenter? On sait très bien que parfois, là, il y a des enjeux majeurs, hein, des préposés qui veulent aller vite parce qu'ils n'ont pas le temps de donner à manger à tous ces résidents-là, et que ce soit en termes de déplacement, en termes d'hygiène, en termes de bain, etc. Il y a la capacité, là, en tout cas à notre avis, de réfléchir à mieux comprendre et à mieux baliser ce que doivent être ces services-là de proximité dans ces milieux. Et on espère que l'initiative de Maison des aînés viendra nous aider à travailler sur ces choses-là. Donc, le taylorisme n'est pas la solution hein, en CHSLD comme façon d'organiser le travail. Oui, mais le taylorisme n'est pas la solution, si tant est qu'on puisse, dans le fond, bien décrire ce que c'est que l'activité de travail des préposés. Parce que pour l'instant, l'activité de travail des préposés, c'est du prendre soin sans aller véritablement en profondeur sur ce que révèle ce prendre soin, le temps nécessaire pour justement, par exemple, juste donner un repas. Donner un repas, ça ne peut pas être comptabilisé en quelques minutes, c'est très variable selon un résident ou un autre, et ça mérite donc une réflexion sur ce qu'est prendre soin. Bon, merci beaucoup, François. Nous allons passer le bâton maintenant à Nacera qui va parler avec lui et nous reviendrons un peu plus tard pour que vous puissiez quand même rajouter des commentaires. Alors, Nacera? Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir aujourd'hui aussi d'échanger avec vous tous. Je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit François. Il a dit que la COVID n'a pas créé de nouveaux problèmes. La COVID a révélé des problèmes qui étaient déjà présents dans le système. Or, notre deuxième invité, Louis Demers, depuis des années, étudie ces enjeux d'adaptation du système socio-sanitaire au vieillissement de la population. Et donc, j'ai enfin l'occasion d'échanger avec toi, Louis, sur tes travaux. On est des collègues depuis des années, mais je n'ai pas eu cette opportunité. Alors, durant les prochaines minutes, je vais m'attarder sur certains sujets, le maintien à domicile, de façon plus générale, l'offre de services et d'hébergement pour les personnes âgées, quoi. Alors, je vais commencer par, encore une fois, une mise en contexte. Les statistiques ont révélé que le risque de décès est beaucoup moins élevé que pour les personnes à domicile comparativement que pour les personnes qui sont dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires ou dans les CHSLD. Ça démontre encore une fois que le domicile, c'est vraiment le meilleur milieu de vie pour vieillir en santé. Et malheureusement, le Québec n'a pas privilégié en fait cette solution. Quand on compare ce que fait le Québec par rapport à ce que font d'autres provinces ou d'autres pays, on peut considérer que le Québec est un petit peu en retard. Et donc, comme premier sujet de discussion, j'aimerais, Louis, que tu nous dises un peu quelle est ton analyse des politiques qui ont été adoptées par les différents gouvernements en matière de maintien à domicile, du point de vue de leur élaboration, mais aussi du point de vue de leur mise en œuvre. Merci Nacera de cette introduction. Ça dresse la table pour un sujet pour lequel je pourrais m'étendre pendant quelques jours, mais je vais me tenter d'être plus concis. Je pense qu'il est important de noter, François parlait à l'instant de la vétusté de certains établissements, des CHSLD. Mais au Québec, nous sommes héritiers d'un héritage institutionnel des communautés religieuses, en tout cas dans le monde francophone, catholique, ce qui fait que la technologie employée par les congrégations religieuses était l'institution
institutions telles qu'on l'entend généralement au Québec. Alors, l'hospice pour les vieux, l'asile pour les fous, l'hôpital pour les malades, les écoles de réforme pour les enfants qui ont des problèmes, les orphelinats pour les mères qui ont des naissances à des enfants hors du lien sacré du mariage. Les écoles secondaires ont tous en commun ce profil institutionnel d'édifices imposants, souvent le plus grand de leur communauté, et ces édifices-là qui sont encore actifs aujourd'hui. À Québec, l'hôpital général est un édifice, non seulement il y a des problèmes techniques, structurels, mais des problèmes patrimoniaux. Tu ne peux pas déplacer un cierge sans que ça fasse un problème patrimonial, donc c'est très complexe. C'est l'héritage qu'on a, que nous ont légué les congrégations religieuses. La réforme Castonguay-Neveu, qui est de mon point de vue la seule véritable réforme qu'on a eue au Québec, si on veut y revenir, s'est intéressé au système de soins en général, mais très peu aux soins de longue durée. Pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes requérant des soins de longue durée à l'époque. Donc, on n'a pas eu de réflexion en profondeur. Même la commission Rochon est assez maigre dans ses recommandations sur les soins de longue durée en général. Ce qu'on a fait au Québec, une fois qu'on avait, dans un premier temps, les CHSLD, c'était les centres hospitaliers de soins de longue durée. Parallèlement, on a construit des centres d'accueil d'hébergement. Alors, les plus vieux, ceux qui ont mon âge, se rappelleront de cette appellation-là. Puis antérieurement, on parlait de foyers. Donc, c'était des organisations plus petites qui recevaient des gens souvent moins, entre guillemets, lourds, les centres d'accueil d'hébergement, qui étaient faits pour souvent les femmes dont le mari venait de décéder d'une crise cardiaque peu après la retraite. Les gens arrivaient en automobile et repartaient de la même manière. Ces centres d'accueil-là ont proliféré dans les villes et villages parce que électoralement, c'est une chose qui est très agréable à annoncer et à vendre. Mais on s'est rendu compte qu'au Québec, le taux d'institutionnalisation était le plus élevé en Occident. C'était presque 7% des aînés de 65 ans et plus, pas de 75, mais de 65 ans et plus, qui étaient dans soit un CHSLD ou dans les unités de soins de longue durée des hôpitaux ou encore dans ces petits centres d'accueil qui étaient des foyers. Donc, on a mis en place on a énoncé en 1979 la première politique de service à domicile. Ça, c'est 10 ans après la réforme Castonguay-Neveu. Et les budgets étaient microscopiques. Les chiffres qui sont avancés là-dedans, c'est incroyable. Évidemment, il y avait peu de services à domicile, dont certains, d'ailleurs, avaient été mis en place par des hôpitaux. Et ça va continuer de prévaloir jusqu'à aujourd'hui. Il y a une bonne partie des soins à domicile qui, depuis lors, ont considérablement augmenté. Budget après budget, il y en a davantage de services à domicile. Il est vrai qu'à une période, l'argent était diverti vers les hôpitaux, même si c'était, en guillemets, tagué services à domicile. Mais, m'a-t-on dit, depuis la réforme Barrette, par exemple, l'argent a vraiment été dévolu à l'endroit prévu, c'est-à-dire aux services à domicile. Et on a observé une intensification des services à domicile. C'est-à-dire que la même personne à domicile reçoit en moyenne plus de services maintenant que quelques années. Donc, c'est ce phénomène-là qui joue aussi dans ce qu'on discute, c'est-à-dire que les gens à domicile vivent plus âgés, avec une plus grande perte d'autonomie parce qu'ils ont, malgré tout, pour la plupart, en tout cas pour certains, davantage de services, ce qui fait en sorte que les résidences privées pour aînés reçoivent des gens qui, toutes choses égales par ailleurs, sont plus lourdes d'année en année. Et il y a un effet de débordement. Des CHSLD dont le nombre d'heures soins requises ou le SMAF requis à l'entrée a été relevé au fil des années. Donc, les gens en CHSLD sont plus lourds qu'ils ne l'ont jamais été. De la même manière, en RI, il y a des gens qui devraient être en CHSLD, mais il manque de place. Il y a 3500 Québécois, Québécoises en attente d'une place en CHSLD. Et de la même manière, dans les résidences privées pour aînés, même si les propriétaires déclarent un dépassement de service, la personne va demeurer là parce qu'il n'y a pas de place en RI ni en CHSLD. Donc, on est dans une logique où l'ensemble des lieux d'habitation sont plus... l'intensification des services prévaut partout. Donc, ça fait une pression globale. Pourquoi les aînés à domicile sont-ils en meilleur état de santé? Bien, évidemment, le vecteur principal, c'est beaucoup les employés. François l'a très bien évoqué tantôt. Les conditions de travail déplorables des préposés ont fait en sorte que c'est fait pour créer, de diffuser la pandémie, en plus de tous les problèmes là, de masques et de protection, puis le déni autour de ça. À domicile, c'est ça. C'est moins probable que les gens aussi sont en contact avec une très grande variété de personnes. Il y a peut-être quelques proches, quelques voisins, une ou deux préposés ou une infirmière qui va venir. Donc, ça facilite bien évidemment le fait qu'on demeure en santé plus longtemps. Donc, c'est le portrait d'ensemble, un système où on est en déficit de services à domicile parce qu'on a concentré nos fonds dans les hôpitaux, évidemment, mais aussi dans les médicaments, mais aussi dans d'autres éléments. Mais on ne peut pas nier qu'il y a davantage d'argent pour les soins de longue durée en général, même si, et je vais finir là-dessus, une partie des soins à longue durée
sont dédiés aux personnes âgées qui, jusqu'au virage ambulatoire du milieu des années 90, auraient été traitées en hôpital. Les gens, avant et après une opération, passaient quelques temps. C'était la normalité des choses. Avec le virage ambulatoire, on a augmenté le nombre de chirurgies d'un jour ou en un jour. Donc, c'est des services à domicile. Donc, le CLSC qui a absorbé à même ses budgets des services autrefois dispensés à l'intérieur des murs de l'hôpital. Donc, quand on parle de soins de longue durée, de budget, les gens des CIS et des SUS le savent, mais pour un chercheur, c'est extrêmement difficile à savoir, mais il y a une portion qui est du post-hospitalier, de courte durée, changement des plaies, pansements, des choses comme ça, et des soins de longue durée avec des gens qui donnent les bains, qui aident à l'alimentation et ainsi de suite. Voilà. OK, donc si je résume, en fait, tu dis que en fait, la clientèle s'alourdit un peu partout, là, mais malgré ça, on a réussi à intensifier les services, y compris pour les personnes à domicile, quoi. Et donc, pour poursuivre un peu la discussion, en fait, malheureusement, pour certaines personnes âgées, à un moment donné, elles ne peuvent plus rester à domicile. Elles doivent être transférées vers des ressources institutionnelles. Et au Québec, comme tu l'as dit, il y a tout un héritage sur ce plan-là, mais depuis les dernières années, on observe quand même l'essor du secteur privé en ce qui concerne justement l'hébergement des personnes âgées. Quelle est ton analyse critique sur ce phénomène de privatisation? Oui, c'est un phénomène qui date de longtemps. Aujourd'hui, Yves Vaillancourt publiait un article dans Le Devoir critiquant la situation. Et Yves Vaillancourt a écrit avec un collègue en 89 un article dans Nouvelles pratiques sociales qui décriait et décrivait la privatisation des services d'hébergement. Donc, ce qui s'est produit un peu dans la poursuite de ce que j'ai dit, c'est qu'il manquait de services à domicile. Il n'y avait pas assez de place en CHSLD ou en centre d'accueil d'hébergement. Il y avait à une époque ce qu'on appelait des foyers clandestins. Des foyers clandestins, ce sont des lieux de dimension variable, des maisons unifamiliales à des grands complexes comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, où des aînés vivaient et recevaient des services en sus du loyer. Donc, c'est le repas, mais aussi parfois d'autres services qui sont additionnés au fil du temps parce que les gens étaient contents de vivre dans cet endroit-là. C'était chez eux, c'était à leur domicile et elles recevaient des services de plus en plus importants. Et en 1994, il y a une étude qui a été menée, un recensement par les agences à l'époque pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Et on a brossé en 1994 un premier tableau de ce qui existait. Donc, pendant 25 ans, si on se reporte au début de la réforme Castonguay-Neveu, on a laissé faire, totalement laissé faire. Ça, il y avait une tolérance. Pourquoi? Pour la même raison qu'aujourd'hui, encore une fois, dans l'actualité d'aujourd'hui, dans Radio-Canada, indique que c'était bien épouvantable dans les résidences privées pour aînés, il y en a le tiers qui ne respecte pas au moins une des exigences que leur fait leur certificat de conformité. Bien, ce que l'on a fait, c'est qu'on a resserré au fil des années par la suite, longtemps après, en 2007, on a instauré un régime pour vérifier que les résidences privées pour aînés s'adonnaient correctement à ce qu'on leur demandait de faire. Mais ça a pris, c'est le ministre Legault qui a créé le registre des résidences personnes âgées en 2002. Donc, 8 ans après le premier recensement qui disait qu'il y avait des foyers clandestins où les situations étaient souvent problématiques, parce qu'il n'y avait aucun contrôle d'aucune manière, et c'est les médias qui révélaient les drames. Donc, en 2002, on crée un registre. Ensuite, en 2007, on met en branle le premier processus de certification. C'était à l'époque, aux 2 ans, qui était à l'époque le Conseil québécois d'agrément, visitait les résidences pour vérifier le respect des normes du certificat de conformité. Les RPA n'ont pas de permis. Ce sont les CHSLD qui ont des permis. Les RPA doivent disposer d'un certificat de conformité et ils doivent répondre à une série d'exigences qui ont été resserrées en 2013. Et là, ça crée beaucoup de problèmes. Bon, on peut revenir plus tard là-dessus sur la réglementation, mais on a resserré le filet des règles au fil des années pour s'assurer que les aînés vivaient dans un milieu sécuritaire et où il faut vivre obtenir de bons services. Donc, c'est une chose qui est bonne en soi, mais qui a eu des effets pervers importants parce qu'il y a eu l'incendie de l'île verte qui a amené l'obligation d'avoir des gicleurs. Il y a le resserrement du code du bâtiment qui a exigé davantage des propriétaires des sorties, des murs, feu, des pales, etc., du personnel éveillé la nuit et ainsi de suite. Donc, on a accru les coûts de fonctionnement des résidences, ce qui fait en sorte que depuis 20 ans, depuis 15 ans, ce sont essentiellement des grandes résidences qui prolifèrent et toutes les plus petites résidences qui étaient ces premiers foyers clandestins ou dans une ambiance familiale où on accueillait des personnes, âgées ou non, mais ces petites résidences ne parviennent pas à
composer avec le filet des règles, avec ce que ça implique sur le plan des dépenses et avec le déplaisir de remplir des formulaires et de se sentir comme un petit CHSLD. Juste pour terminer, dans les entrevues que j'ai faites avec 32 propriétaires de résidences privées, un des mots qui ressort le plus souvent, c'est le mot paperasse. Donc, du point de vue du petit exploitant, une partie du temps de travail de ses préposés ou de lui ou d'elle-même est présentement consacrée à remplir des documents, à s'assurer que la madame ou le monsieur qui va venir visiter sera content parce que le dossier des patients va être complet, parce que les médicaments sont bel et bien dans l'endroit sécurisé, conforme à des normes, etc. Voilà. Donc là, tu nous as mentionné quelques effets pervers du resserrement des règles, notamment pour les petites résidences. Mais quels ont été les effets pour les personnes âgées? Est-ce que ça a amélioré la qualité des services? Est-ce que donc ça a eu ces effets bénéfiques pour la population ciblée, quoi? C'est-à-dire que en gros, on peut dire que l'effet était positif, mais encore une fois, c'est le résultat d'un effet pervers. Ma collègue Gina Bravo, qui a conduit une étude à laquelle j'ai participé, a montré comment, au fil des années, entre la fin des années 90, où elle avait mené une étude, et 2012, on en avait mené une deuxième, il y a un phénomène étrange qui s'est passé. D'une part, la qualité des services était, en 95-2000, la qualité des services dans les CHSLD publics était nettement meilleure que celle dans les résidences privées pour aînés. La population des CHSLD était déjà alors beaucoup plus lourde que dans les résidences privées pour aînés, mais moins que maintenant. Donc, en 2012, la qualité des services s'était accrue dans les RPA pour une raison qui, encore une fois, qui est un peu un effet pervers, c'est que la clientèle était plus légère parce que certains propriétaires ont fui les exigences de la certification en réduisant les besoins des personnes qu'elles accueillaient chez elles. Donc, mettons que tu as un deuxième étage et tu n'as pas d'ascenseur, mais les personnes à mobilité réduite, tu ne peux pas les accueillir. Fait que tu vas changer finalement tes critères pour réduire, prendre des personnes plus autonomes. Alors que dans les CHSLD, comme chacun sait, deux choses sont produites. Les gens qui vivent là ont des problèmes de santé plus importants. Et en plus, c'est que je pense qu'on peut affirmer que les budgets n'ont pas suivi en conséquence. Ce qu'on évoquait tantôt à propos de la charge de travail des préposés, c'est qu'un préposé qui a affaire à une personne relativement autonome a beaucoup moins de travail à faire pour l'alimentation, par exemple, que quelqu'un qui est complètement en perte d'autonomie sur ce plan-là. Donc, la qualité des services en CHD s'est dégradée et c'est ce qu'on observe maintenant. C'est une espèce de tolérance à la médiocrité, la fameuse grenouille. Tu sais, la température monte à chaque année, mais ce n'est pas assez pour que les gens sautent du bocal. On continue de tolérer ça. Et pendant ce temps-là, ce qu'on voit, si vous ouvrez les médias sociaux, les journaux, les grandes résidences offrent un milieu luxueux avec plein de services pour des gens qui sont relativement autonomes. Alors là aussi, les petites résidences sont prêtes avec des personnes plus pauvres et qui ont plus de problèmes de santé, mais en facturant 1 500 $ de moins par mois. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Une résidence privée de grande taille, c'est du développement immobilier, c'est du logement, c'est tout aux normes, c'est tout parfaitement satisfaisant du point de vue de la certification. On ne trouvera pas là-dedans de problème de gicleur ni de problème d'ascenseur, tout est aux normes. Mais c'est une clientèle qui est, somme toute, relativement autonome. Et donc, pour la clientèle qui est moins autonome, est-ce qu'il reste de la place dans le système pour répondre à ses besoins? Si vous avez de l'argent, vous êtes capable par exemple, je consultais hier une annonce d'une qui n'a s'ouvrir dans la région de Québec, 300 quelques logements, 26 dans une unité de soins. Donc, on va offrir pour le couple, par exemple, monsieur, madame perd son autonomie. Donc, on a une place dans une unité de soins avec là les services complets, mais évidemment, c'est extrêmement cher. Donc, tu poses la question de l'accessibilité. Et dans le cas des petites résidences, c'est un univers, mais là, qui est radicalement différent, mais on pourrait revenir si jamais ça devient pertinent d'aborder ce sujet-là, mais c'est pas la même chose. La dynamique des grandes résidences, la dynamique des petites résidences, c'est pas le même monde, c'est pas la même clientèle, c'est pas les mêmes propriétaires, c'est pas le même type de gestion, c'est pas le même type d'ambiance, et le travail des préposés n'est pas le même non plus. Merci pour ce portrait général justement sur les services qui sont offerts aux personnes âgées, sur les différentes mesures qui ont été adaptées à travers le temps pour essayer donc de répondre à ces besoins. Mais au-delà de ces mesures qui sont spécifiques aux personnes âgées, quelle est ton analyse aujourd'hui sur l'effet de la réforme Barrette par rapport à la réponse aux besoins des personnes âgées? C'est une grande révolution dans le réseau socio-sanitaire. Est-ce que ça a eu des effets sur les personnes âgées?
Oui, cette question, la plus grande difficulté pour y répondre, c'est de ne pas répéter tout ce qu'on a lu et entendu à la télévision et dans les médias. Alors, c'est sûr que la réforme Barrette, son principal effet, je disais que la réforme Castonguay-Neveu était la seule véritable réforme. C'est une réforme qui a été, donc on a encore notamment l'autonomie des médecins, on a le financement des établissements par budget, on a une série de, une gestion publique pour l'essentiel, en tout cas dans les soins de courte durée. Mais au total, ce qui s'est passé entre la Castonguay-Neveu aujourd'hui, c'est une centralisation. Prenez toutes les réformes, ça réduit le nombre de personnes en mesure de s'opposer au ministre, si je peux dire ça comme ça. Donc, plutôt que de rapprocher les services des citoyens, on a rapproché les dirigeants du pouvoir politique. Et même là, semble-t-il que Mme McCann va perdre son poste parce qu'on n'a pas réussi à faire rendre grâce au PDG de CIS ou de CIUS pour enfin trouver des responsables à une situation qui était largement liée à ce que François a exposé, une espèce de une décision, une politique implicite collective de laisser la situation se détériorer progressivement. Donc, la réforme Barrette, elle a eu du positif. On en entend peu parler. En fait, la vraie réponse scientifique, c'est qu'on ne le sait pas, parce que c'est tout le Québec en même temps qui a changé. Donc, on ne peut pas comparer un Québec ex ante avec un ex post, avec l'évolution des besoins, des techniques et de la population. Mais si on essaie d'extrapoler, on ne peut pas dire que le Québec a gagné des places dans révéler l'inefficacité d'un système centralisé pour des services éminemment complexes. Donc, ça, personne ne venait nier ça ici. Et donc, je pense que ça appellerait une décentralisation, mais va-t-on aller là-dedans, compte tenu qu'on a vécu des réformes et des réformes? C'est ça. Donc, on est toujours aux prises avec les choix qu'on a faits par le passé et on ne peut pas se comporter facilement comme le Danemark qui a arrêté de construire des CHSLD. Mais ce qu'on pourrait faire à la suite de la réforme Barrette, c'est de réfléchir avant d'agir. La réforme Barrette, c'est la critique fondamentale qu'on peut lui faire, contrairement à toutes les autres réformes. Il n'y a pas eu d'études ex ante. Donc, on a décidé comme ça, tout de go, qu'il fallait centraliser, qu'il fallait réduire, qu'il fallait fractionner la Montérégie en trois, puis Montréal en 5, puis envoyer par là, puis ça va bien marcher. Et les gestionnaires sont disposable. Pas de gestionnaire, c'est moins de bureaucratie. Et là, on voit aussi que c'est un problème. On va peut-être en remettre des dirigeants dans les CHSLD. C'est peut-être important d'avoir une figure de proue dans un établissement comme ça, ce que je pense. Donc, la réforme Barrette, c'est une réforme désincarnée au sens où elle ne s'inspirait pas du tout de l'expérience. Elle n'était pas du tout fondée sur une logique d'innovation, de prise en charge populationnelle. C'est une logique hiérarchique descendante où les gens obéissent. Sur le site du ministère, vous trouvez tous les contrats qui lient les établissements publics avec le ministère, les indicateurs pour chacune des populations et ainsi de suite. C'est là-dessus que tu es mesuré. Donc, on ne te demande pas d'innover, même si on dit qu'il faut que tu le fasses, on te demande d'obéir et de faire ce que le ministère détermine, qui peut être très bien par ailleurs, mais c'est un système qui ne peut pas s'ajuster dans une période de crise. C'est encore plus difficile de le faire quand on est centralisé à une période comme ça. Ça révèle aussi les lacunes de... On ne peut pas couper inopinément 2000 cadres comme ça sans que ça ait des effets. Ça résume bien la situation actuelle. Donc, je pense que pour laisser du temps aux échanges, on va arrêter maintenant la conversation. Et avant de commencer justement les échanges avec l'ensemble des participants, je vous inviterai, toi et François, peut-être à compléter, commenter les interventions de chacun. François, est-ce que tu aimerais commencer? Oui, je peux commencer. Dans le fond, oui, je suis bien sûr d'accord avec le constat global et puis l'analyse générale de M. Demers. La crise a quand même révélé, là, il y a un point qui m'a traversé l'esprit par rapport à la capacité de payer des services, des soins dans des centres d'hébergement. Même là, c'est encore une limite pour avoir des services quand même corrects. On a bien vu avec le centre d'hébergement Aaron lors de la crise que même en payant une place 8 000 à 10 000 $ par mois, ça ne faisait pas en sorte que nos services étaient meilleurs, loin de là. Alors même ça, ce n'est pas forcément la certitude qu'on puisse avoir des bons services, notamment en temps de crise. Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport? Je trouve très intéressant que quelqu'un se penche sur, change une boîte noire en une boîte blanche, qu'on sache ce qui se passe. Et je pense que ça fait partie, ce sont des études à partir desquelles les pouvoirs publics devraient agir et décider. Est-ce qu'on a vraiment besoin de maisons des aînés?
c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant. J'aimerais mieux vivre là-dedans que dans un CHSLD vétus, mais quel est le coût de renoncement de ça? Tu parlais tout à l'heure, Nacera, des soins à domicile. On dit que ça coûte 500 000 pour construire une unité de logement dans ce type. C'est plus cher qu'un CHSLD. C'est sûr, c'est plus grand, il y a plein de fenêtres et tout et tout. On est d'accord avec ça, mais est-ce qu'on a un bon choix politique si 1000 personnes âgées de 75 ans et plus ont accès à ça? Et que pendant ce temps-là, il y en a 50 000 qui manquent de services à domicile. Donc, oui, c'est important d'améliorer les conditions de travail des préposés. Je trouve que ce sont des gens remarquables. Ce sont des gens qui ont, en tout cas dans les petites résidences où je vais, les propriétaires les désignent comme des gens qui ont avant tout un grand cœur. Ce sont des gens qui apportent cette humanité à des services. Et ça se mesure pas bien dans la qualité. On parlait tout à l'heure que les petites résidences sont fermées parce que la qualité était médiocre, mais je pense que l'humanité dont on fait preuve dans ces petites résidences, c'est quelque chose qui a une valeur intrinsèque et qu'on ne peut plus reproduire dans les CHSLD. Et je pense que François, quand il décrit la déperdition majeure de ça, des gens qui travaillent comme préposés, c'est pas sans rappeler le travail des jeunes professeurs au primaire ou au secondaire. Il y a quelque chose au Québec qui n'est pas respectueux de ceux qu'on a découverts, les héros du jour, là, les anges gardiens de différentes natures. Ce sont ces gens-là qui portent les systèmes et on les a méconnus et mésestimés. Et je pense que c'est ça qui est à l'ordre du jour maintenant. Comment faire pour reconnaître la contribution de ces gens qui sont à la base de nos systèmes publics? Ben, merci beaucoup à nos deux conférenciers. Et maintenant, on va commencer la période des échanges et ça va être Aurélie qui va gérer ça. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre les questions et les commentaires au fur et à mesure qu'elles arrivent. La première question a été posée par Mélanie Pilon-Gauvin qui vous demande, chers invités, qu'en est-il des logements sociaux, c'est-à-dire les HLM publics ou des OBNL d'habitation pour aînés? Est-ce que ça fait partie de ce continuum de résidence pour personnes âgées? Alors, je ne sais pas qui souhaiterait répondre. Louis pourra peut-être répondre mieux que moi, mais c'est certain que ça fait partie évidemment du continuum de services, à peu près à la même place que les résidences privées pour aînés, mais les OBN, enfin, les coopératives sont peu nombreuses donc en volume par rapport au nombre de résidences privées pour aînés lucratives actuellement. Merci beaucoup pour la question. Nacera parlera plus tard de certains fascicules qui résultent d'un projet de recherche que je conduis avec la même Madame Bravo dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un fascicule complet qui porte sur la part et le rôle des résidences privées pour aînés à but non lucratif au Québec. Et votre question est tout à fait intéressante parce que les personnes que ne peuvent pas rejoindre les grandes résidences privées pour aînés, ce sont les personnes âgées à faible revenu. Et les personnes âgées en région. Et en région, je parle dans les villages. Même maintenant, il y a des grandes résidences privées à Baie-Saint-Paul, à Matane, dans toutes les villes qui n'ont même pas 10 000 habitants. Et il y a assez de bassins là pour aller chercher les gens de classe moyenne qui sont capables de payer quelques milliers de dollars pour loger. Mais ces résidences ont un rôle qui est à la fois, le titre du fascicule, c'est marginal ou indispensable. Quantitativement, comme François l'a rappelé, c'est petit, c'est 8 des résidences, je pense, de mémoire, là, qui sont à but non lucratif, mais elles sont localisées, et ce n'est pas un hasard, dans les endroits où les gens sont à plus faible revenu. Donc, il y a plus de 50 villes ou villages au Québec dont la seule résidence privée pour aînés est à but non lucratif. C'est invisible sur le radar politique. Il n'y aura pas Radio-Canada qui va descendre dans ces villages-là pour rendre compte de ça, mais c'est ça qui existe. Et ces résidences-là facturent tout compris 1200, 1400, 1500 dollars pour ce qui en vaut le double ou le triple en ville. Et c'est vrai aussi des petites résidences à but lucratif. Ce pas des capitalistes, ces gens-là. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés, j'ai un biais de sélection, là, ceux qui sont les exploiteurs n'ont pas accepté qu'on les rencontre, j'imagine, mais ceux que j'ai rencontrés sont des gens qui logent à la même enseigne que les OBNL, ou les quelques rares coops, mais c'est surtout des OBNL. 93 des RPA à but non lucratif sont propriétés de OBNL. Ce sont des organisations qui ne visent pas le profit. Dans les deux cas, le but, c'est d'arriver en fournissant des services de qualité à des gens du coin, du village, du territoire, de la MRC ou de la région. Et leur rôle est appelé à croître dans l'avenir. Je pense peut-être qu'on va parler des solutions plus tard, mais trouver des mécanismes de financement de lieux collectifs d'habitation
en région ou dans les quartiers populaires qui vont permettre à des jeunes à faible revenu d'avoir un milieu. Ça m'interpelle plus, ça me parle plus que les maisons des aînés. Je trouve que ça, c'est des plus petites affaires qui vont être localisées là où tu veux finir tes jours et non pas forcément à la place assez grosse pour justifier qu'on construise un 143 logements. Voilà, je m'arrête, mais l'avenir réside là-dedans. Si on ne fait pas ça, si on n'augmente pas les budgets de la Société d'habitation du Québec, si le gouvernement fédéral finit pas par s'entendre avec le gouvernement du Québec pour financer ça, il va y avoir un déficit croissant. Encore une fois, ça va être l'eau qui va monter de température d'année en année. Il faut qu'on aille là-dedans. Il faut qu'on facilite les innovations de type coopératif, logement collectif. C'est la voie de l'avenir. Merci. Alors maintenant, un commentaire de Mme Lise Goulet qui dit « Il y a plus d'investissement en soins à domicile depuis les 2-3 dernières années en raison des transferts fédéraux ciblés. Donc, il n'y a plus d'investissement en soins à domicile. Le Québec n'a plus le choix. » Est-ce que quelqu'un voudrait commenter la question des transferts fédéraux? Si je peux dire quelque chose là-dessus, c'est sûr que vous le savez qu'on a un système fédéral où le fédéral a son pouvoir de dépenser dont il ouvre ou ferme les vannes selon les périodes et les provinces sont les entités politiques, les pouvoirs publics responsables de l'offre des services, autant de courte durée que de longue durée. Ça, le fédéral, c'est pas fiable. Hein? Le gouvernement chrétien a réduit considérablement les budgets, ce qui a entraîné le déficit des provinces. Et une partie des problèmes qu'on discute aujourd'hui résulte aussi des compressions budgétaires assez sévères faites par le gouvernement fédéral. Mais bon, ça fait partie, le fédéral, d'aucuns souhaitent qu'à l'échelle du Canada, on ait une politique de soins de longue durée, une politique de services à domicile, mais ça, on tombe dans un registre complètement différent, celui des relations fédérales-provinciales. Donc, je ne vois pas le jour où ça pourra se faire, parce que c'est manifestement, en tout cas, du point de vue des gouvernements, en guillemets, nationalistes, c'est un accroc considérable aux relations fédérales-provinciales et à la Constitution canadienne. Parfait. Un autre commentaire de Mme Plamondon. Une grande part des montants accordés en soutien à domicile le sont sous forme de crédit d'impôt pour les aînés en résidence pour aînés. Au final, ce sont les grandes chaînes de résidences privées qui en profitent. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qu'il faut étudier très sérieusement. Si vous allez sur le site du ministère des Finances du Québec, vous verrez que le Québec consacre 700 millions de dollars par année à un crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile qui a comme caractéristique fondamentale le modèle d'affaires des grandes résidences privées pour aînés au Québec. Vous savez qu'il y a 3 fois plus d'aînés québécois de 75 ans et plus qui vivent en RPA au Québec qu'ailleurs au Canada. Une des raisons, c'est que le logement est moins cher en soi. Ça coûte moins cher en soi au Québec qu'en Ontario, en Colombie-Britannique, pour le même nombre de pieds carrés, le même type de service. Mais le gouvernement du Québec, à ma connaissance, est le seul à subventionner à hauteur de 400-500 $ par mois les personnes qui habitent dans des résidences privées pour aînés. Et encore une fois, pour venir à la question de tout à l'heure, il y a un effet pervers là-dedans. C'est comme les résidences privées pour aînés. Dans les résidences privées, il y a le loyer et il y a l'annexe au bail. L'annexe au bail, c'est tout ce que vous payez en su, les repas, les soins d'infirmiers, le nettoyage, tout ça. Les petites résidences facturent très peu cher pour ça, donc leur prix est à but non lucratif. Donc, les locataires de ces endroits-là ont moins de subventions que les locataires plus riches qui reçoivent des services similaires mais plus chers dans les grandes résidences. Donc, le commentaire de Madame est tout à fait justifié. Le regroupement québécois des OBNL d'habitation a produit un document qui est sur son site tout à fait intéressant là-dessus en simulant ce que ça représente. Donc, en gros, c'est 200 ou 300 $ pour les petites résidences, puis le double pour les grandes résidences. Fait que cherchez l'erreur. Et le système public, est-ce qu'on finance le profit? Si on facture 60 $ pour un bain plutôt que 20 $, là, ben, c'est sûr que l'État subventionne directement le profit des grandes chaînes. Ça m'apparaît difficile de nier ça. Donc, c'est ça. C'est explicitement dans les documents du ministère des Finances pour éviter l'entrée en CHSLD. Donc, ça se justifie, mais encore une fois, c'est très discutable. Ça ne va pas aux personnes qui en ont forcément le plus besoin.
Et si je peux me permettre, en fait, il y a un article sur le sujet dans la presse. Je l'ai parcouru parce que le sujet m'intéressait. Il était mentionné, entre autres, que M. Godbout, en fait, le professeur en fiscalité et en finance à l'Université de Sherbrooke, a appelé le gouvernement à revoir un peu, justement, ces crédits d'impôt, à faire en sorte que ces crédits soient donnés uniquement, par exemple, pour les services qui maintiennent l'autonomie et non pas pour toutes sortes de services et qui font en sorte que, justement, ce sont les grandes résidences privées et les locataires de ces résidences qui en profitent, quoi. Alors, il y a toute une réforme à faire à ce niveau-là aussi, quoi. Et apparemment, les critiques fusent un peu de toutes parts, mais on va savoir ce que ça va donner dans les prochaines années, peut-être. Un complément là-dessus, si tu me permets, d'insérer une chose que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que le modèle d'affaires des grandes résidences au Québec repose sur cette subvention, le coût moins cher au point de départ, mais aussi sur le fait que les gens gagnent 14 de l'heure. Les préposés. Et on est loin du 20 dans le secteur public. C'est un débat. Dans des entrevues que je fais, on n'arrête pas de le dire que le propriétaire d'une petite résidence paye pour la formation. À l'époque, c'était une vraie formation. Ce n'est pas une formation à rabais comme celle qu'on va avoir cet été. Une vraie formation. Et dès que la personne a sa formation, pataf, je m'en vais au CHSLD. Et ça, c'est dur à avaler. Et je pense que cette décision de rehausser de manière importante la rémunération des préposés, qui est en fait une bonne chose, crée toutes sortes d'effets de redistribution dans le système dont je ne suis pas sûr que le gouvernement ait pris toute la mesure de ce que ça entraîne. Dans les ressources intermédiaires, les gens gagnent 14 pièces de l'heure aussi. Là, est-ce qu'ils vont les monter à 20, 25 dollars aussi? Ça va augmenter considérablement le coût. Si on améliore la qualité, qu'on augmente les salaires, on augmente le ratio, on va dire qu'il y a moins de personnes par rapport au nombre d'employés, d'infirmiers, d'infirmières préposés, c'est sûr que ça augmente considérablement le coût. Donc, il y a un autre enjeu. Est-ce qu'on va permettre à des privilégiés d'avoir accès à des services de meilleure qualité? Puis les services à domicile, ben, tu prends ce qui reste. C'est un débat qui est beaucoup plus c'est pas la rémunération des préposés, c'est le petit bout de la lorgnette. C'est pas ça qui est fondamental. François l'a très bien dit. C'est donnez-moi une bonne qualité de vie, je vais rester. C'est pas donnez-moi un plus gros salaire, je vais rester. C'est de la motivation au travail 101. C'est ressources humaines 101. Un autre commentaire, quand on parlait des réformes successives, c'est Madame Sapin-Leduc qui nous dit de ne pas oublier aussi la vision hospitalocentrique qui prévaut en ce moment. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce sujet-là? Ça revient à ce que disait M. Demers tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment historiquement l'importance qui a été donnée à ces structures-là, effectivement. Même si on peut quand même se dire que des centres d'hébergement, qu'on les appelle CHSLD ou maisons des aînés, auront quand même à l'avenir une place toujours aussi importante. On ne peut pas imaginer, en tout cas on peut imaginer, mais il est très difficile de penser aux stratégies de maintien à domicile ou dans les petites résidences de personnes telles qu'elles vivent en centre d'hébergement avec des problématiques de démence importantes, d'incontinence, qui ont besoin d'avoir des services extrêmement fréquents. Il y a des enjeux évidemment politiques ici majeurs, et donc les maisons des aînés risquent de demeurer pour justement accueillir des personnes qui sont en plus forte perte d'autonomie. Ça n'empêche pas de réfléchir à la manière de penser à des soins à domicile de meilleure qualité, de plus grand volume, de grande envergure. Et puis, je voulais peut-être rebondir à ce que disait M. Demers tout à l'heure. Dans le fond, la question du salaire et la question de la satisfaction au travail, la question du salaire est quand même fondamentale. Elle est fondamentale, c'est-à-dire que dans le fond, entre une satisfaction au travail, ça on a fait une étude là-dessus, entre une satisfaction au travail et un petit salaire dans une résidence privée de type familial et un meilleur salaire avec des conditions de travail plus difficiles dans un centre d'hébergement, il y a bien des situations où la deuxième solution va prévaloir parce que quand même, il y a une grande différence, un grand gap entre 15 $ de l'heure dans une résidence privée et puis 22, maintenant jusqu'à 26 $ peut-être un jour dans les centres d'hébergement publics. Et donc, ça pose une question majeure, effectivement, de la rétention, de l'attraction et de la rétention du personnel dans les résidences privées, mais également donc, dans tous les soins à domicile qui ne dépendent pas du CLSC et comme les entreprises d'économie sociale. Oui, mais là, je suis d'accord. Les deux vont de pair. Hein. Moi, je suis d'accord pour qu'on augmente la rémunération des préposés. Mais vous voyez, semble-t-il que dans les hôpitaux, ils ne seront pas augmentés. Ça n'a pas de sens. Là. Donc, c'est une politique mal attachée. Je m'arrêterai à dire ça. Pour ce qui est de l'hospitalo-centrisme, c'est un thème qu'on aurait pu aborder, effectivement. C'est que, oui, si vous habitez Québec ou Montréal, vous savez qu'on met beaucoup, beaucoup d'argent dans les infrastructures hospitalières. À Québec, on a un immense complexe hospitalier dans Limoilou qui fait à peu près 750 mètres de long. C'est vraiment monumental.
Mais en même temps, si vous regardez les données de l'Institut canadien d'information sur la santé, les hôpitaux accaparent une part de moins en moins grande du budget du système de la santé, en tout cas du système de santé pour ce qui est des autres provinces canadiennes. Donc, on a un peu le pire des deux mondes. C'est qu'on a concentré une bonne partie des services dans les hôpitaux, mais eux non plus n'ont pas tant de budget que ça pour fonctionner par rapport à ce qu'ils avaient jadis. Donc, ça veut aussi dire que les médicaments coûtent plus cher en proportion, puis que d'autres services hors hôpital, hors médecin sont donnés dans les systèmes publics. Et ça, c'est beaucoup plus flou. Il y a d'autres types de professionnels, d'autres types de services. Une chose qui est importante de signaler aussi, quant à l'hospitalocentrisme, un problème qui se pose beaucoup, c'est la continuité des services entre, par exemple, les résidences privées et les hôpitaux. Il y a des témoignages absolument incroyables qui sont faits. Les résidences privées pour aînés, là, quand c'est le temps de vider l'hôpital, on les trouve bien fins. Dans certains milieux, là, il y a des gens qui arrivent à 2 heures le matin pour vider l'hôpital. Il y a des choses vraiment irrespectueuses pour la personne âgée et pour les propriétaires de ces petites résidences. Il y a quelque chose à améliorer considérablement par rapport à ça. Dernier élément que je voulais signaler, c'est que la loi canadienne de la santé ne couvre pas les soins de longue durée. Donc, ce n'est pas un droit, les soins de longue durée. C'est quelque chose qui n'est pas couvert, qui n'est pas assuré officiellement. On en offre, mais dans tous les cas, dans tous les systèmes canadiens, étrangers, les personnes qui reçoivent des soins de longue durée payent. En tout cas, quand elles sont logées quelque part d'autre que chez elles payent pour ça. Donc, c'est aussi un enjeu qu'on pourra aborder dans les solutions. On devrait réfléchir à cette proposition qui n'a jamais été présentée à l'Assemblée nationale, d'avoir une assurance autonomie, une assurance soins de longue durée. Ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Je ne suis pas sûr que c'est une si bonne idée, mais c'est certain que réfléchir sur comment on peut parvenir à financer les soins d'une population vieillissante est un enjeu majeur. Et ça, je pense que ça serait une façon, parce que l'organisation des services suit qui est assuré, qu'est-ce qui est assuré et qui paye. Et ça, c'est des décisions qu'on doit prendre aussi qui sont plus fondamentales que celle de réorganiser le pouvoir de décision dans le système. Si on offre en masse d'argent, les gestionnaires vont tout à coup être bien meilleurs, puis le personnel va tout à coup bien plus content. Ça fait partie du panorama, ça. On ne peut pas juste réorganiser, il faut aussi qu'on canalise les fonds vers les endroits où c'est le plus requis. Merci. Donc, la prochaine question de Madame Grenier. Elle se pose la question de la paperasse liée aux soins à domicile qui ralentit le rythme de soins. Est-ce qu'il serait possible d'alléger pour prendre soin des personnes à domicile? Pour ce qui est de la paperasse que j'évoquais, c'était dans les résidences parce qu'elles sont justement traitées comme des entités privées qui doivent rendre compte parce qu'on n'est pas certain qu'ils sont fiables. Dans un domicile, il y a moins de paperasse à ma connaissance. De toute façon, c'est une intervenante du CLSC qui vient ou parfois une entreprise d'économie sociale. Il y a un minimum de papier à remplir si on utilise un programme comme le PEFC, par exemple, des choses comme ça, ou l'achat-service. Mais la bureaucratie, ce n'est pas ce qui pèse le plus dans les soins à domicile privé. À domicile, dans les résidences privées, oui, c'est plus bureaucratique. Mais je pense que là aussi, le Québec pêche par un retard inavouable là, en matière d'informatisation. Ça, c'est connu depuis longtemps. Ça fait partie du même phénomène qu'on tolère l'intolérable. On est encore à la télécopie. Là, et c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça va changer, mais les gouvernements sont un peu enclins à dire qu'ils ont investi des millions de dollars pour informatiser plutôt que d'engager du personnel. Fait qu'on peut donner ça à leur crédit, si on veut, en leur défense. On pourrait rajouter aussi quand même un questionnement sur le rôle d'évaluation de la qualité des services du CIS ou du CIUS dans les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires, jusqu'au centre d'hébergement privé, juste en prenant en considération l'exemple très concret de ce qui s'est passé à Huron, au centre d'hébergement à Huron, où normalement le CIUS avait le mandat d'évaluer la qualité des services et donc de mettre un pied fréquent dans ces organisations pour savoir ce qui se passe. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait de la difficulté à pouvoir le faire pour des raisons qui, moi, m'échappent, que des gestionnaires connaîtraient mieux. Mais là, il y a quand même une réflexion à avoir sur, en fait, pas la paperasse, mais la capacité administrative des CIS et des CIUS de jouer le rôle d'évaluation tel qu'elle leur a été imposée pour des ressources privées. Justement, la prochaine question va dans ce sens. Elle est de Madame Dina White. Donc, Dina, est-ce que vous souhaitez la poser directement? Oui, mais François, tu viens d'aborder un peu ma question qui était vraiment en quelle mesure est-ce que la centralisation et la réduction du personnel de gestion, de coordination que nous avons connu avec la réforme Barrette en 2015,
en quelle mesure est-ce que ça contribuait au débat dans les CHSLD et les résidences? Alors, tu viens de mentionner un élément. SIS aura la responsabilité de combien de CHSLD et de combien de résidences privées? Est-ce que la supervision, est-ce que c'est possible que ça soit suffisante avec les coupures qu'on a eues dans le nombre de gestionnaires? Est-ce qu'on a toujours les informations nécessaires et en bon temps sur ce qui se passe dans ces établissements? Où est-ce qu'on en est actuellement avec la capacité du système de superviser, d'avoir les connaissances quotidiennes nécessaires pour bien gérer le système, surtout évidemment en ce qui concerne les CHSLD et les résidences? Oui, je ne suis pas certain d'avoir tous les éléments d'information par rapport à tout ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des enjeux majeurs de coordination et de, comment je pourrais dire ça, de collaboration entre le secteur public et notamment tout ce qui relève pardon, des directions SAPA et puis des ressources privées, des résidences privées qui sont plus ou moins collaboratives à pouvoir ouvrir leurs portes, donner l'information nécessaire. Ça, on le voit à différents niveaux, hein, notamment, par exemple, la situation des personnes qui sont à la veille de rentrer à l'hôpital quand elles sont en résidence privée, et puis l'information comment dire, est mal transmise ou transmise tardivement à la direction SAPA du CIS ou du SUS. Donc là, il y a des enjeux de coordination qui sont majeurs. Je n'ai pas toute l'information comment dire, actuelle sur la situation, à savoir, par exemple, s'il y a suffisamment de main-d'œuvre d'évaluation pour faire ce travail-là, mais il y a des enjeux de coordination, ça c'est certain. Puis, il y a aussi toute la question, on va dire, de ce qui se passe dans les centres d'hébergement, on va dire, publics eux-mêmes. À savoir, est-ce que la réorganisation des services liés à la loi 10 a eu des conséquences? Et puis on peut quasiment être certain que oui, même si là encore, on n'a pas de preuves formelles, comme l'a dit M. Demers. Là. Mais par exemple, il y a maintenant une direction SAPA et une direction ressources humaines pour un plus grand territoire. Et de cette transformation-là, il y a aussi une standardisation des pratiques qui est imposée par le ministère. On le voit bien, avant 2015, il y avait des projets, on va dire, locaux par rapport à l'attraction du personnel, par rapport aux transformations d'organisation du travail qui peuvent se réaliser dans les milieux. On voyait ce genre de projets-là très local se faire. Aujourd'hui, il y a encore des projets locaux, mais qui sont pour la plupart imposés par le ministère. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est la pression normative relative à la qualité dans les organisations de soins de longue durée, que ce soit par des instances paramédicales comme Agrément Canada, les visites ministérielles du ministère, les pressions familiales aussi, évidemment. Bref, il y a une intensité des normes de qualité qui s'imposent au centre d'hébergement, mais qui ne va pas de pair avec la qualité effective dans les milieux. Il y a comme une dissociation entre l'incroyable qualité que les centres d'hébergement veulent atteindre et la réalité de la qualité sur le terrain dans le contact direct d'un préposé avec le résident. Et je trouve que cette intensification des normes qualité, c'est un des enjeux et un des problèmes. Il y a une surveillance accrue, une explosion d'audits dans ces organisations-là, au contraire d'une intensification qui devrait être donnée aux pratiques réelles sur le terrain, qu'on peut appeler de bientraitance ou qu'on peut appeler de services de qualité. Il faudrait mettre davantage d'accent sur le concret, sur le travail concret, que sur les normes à respecter qui font partie de la paperasse qui a été évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire, oui, j'ai atteint telle norme, oui, j'ai atteint une pondération de 95% à Agrément Canada. Tout ça, c'est ce que nous mentionne un de nos collègues qui s'appelle Francis Ettridge, là, mais qui est très clair, c'est-à-dire aller davantage vers le réel plutôt qu'essayer d'atteindre des normes de qualité qui sont difficilement atteignables. Est-ce qu'il y a des façons de transformer des pratiques qui peuvent être entreprises, auxquelles tu peux penser pour faire un contraste avec cette approche de normes que tu viens de mentionner? Oui, ben, en fait, on met en place actuellement, et on le fait dans différents CIS et SUS, notamment le CIUS Centre-Sud, même si le projet est gelé actuellement pour des raisons relatives à la COVID. Mais par exemple, on essaie d'implanter des projets de réorganisation du travail par les préposés aux bénéficiaires, notamment en leur disant, ben, dans le fond, vous savez ce qu'il faut faire pour que votre organisation du travail soit cohérente et faire en sorte que les services rendus soient de qualité. On va vous donner pour une fois la parole de donner
par vous-même la solution. Et ça, on pense que ça a véritablement beaucoup de portée et on espère que d'ailleurs donc le projet pourra redémarrer bientôt. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait au Québec pour des raisons liées justement à la standardisation des pratiques. On va vous imposer, vous les préposer ce que vous devez faire. C'est comme un préjugé de vous ne savez pas le faire, on va vous donner davantage de formation pour que vous sachiez le faire. Et ça, c'est un présupposé qui fonctionne pour certains types de préposés qui manquent de formation, qui manquent de compétences, mais on pourrait y aller autrement avec un autre virage qui est de dire vous allez trouver collectivement les solutions aux problèmes qui sont vécus dans les centres d'hébergement, donc en termes d'organisation du travail notamment. Alors, il ne reste déjà que quelques minutes à la période de questions. Je vais donner la chance aux personnes qui n'ont pas pu poser de questions. Et cette question m'a été envoyée en privé. Je pense qu'elle complète un peu ce dont on vient juste de parler. C'est la suivante. Est-ce que l'approche de gestion lean est très présente dans les CHSLD et quels sont ses impacts sur le personnel et les usagers? Oui, alors approche de gestion lean ou alors, de toute façon, un calcul de ratio, c'est-à-dire de personnel requis pour faire les activités telles qu'elles sont imposées dans les organisations, qui n'est pas, qui est difficilement acceptable tel qu'il est pensé actuellement. C'est-à-dire c'est comme si on n'avait pas pris en considération la lourdeur, l'intensification de charge de travail qui s'est accumulée année après année et qui fait en sorte qu'il faut revoir concrètement la boîte noire de l'organisation du travail et des pratiques de travail dans ces organisations-là qui n'a pas été fait. Et donc, ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est véritablement majeur et qui reste à faire. Question suivante de Madame Lapierre. Pourquoi n'entend-on pas davantage parler des développements en soins à domicile? Il me semble que sur les plans économiques et politiques, c'est vendeur. Pourquoi mettre de l'avant de coûteuses maisons des aînés qui, bien que pertinentes sur le plan du fonctionnement, draineront des ressources de tout type, en plus de ne répondre qu'à une fraction des besoins? C'est-à-dire que c'est difficile de couper un ruban devant une préposée ou une assistante qui s'en va dans une maison. Donc, quand on ouvre une maison des aînés, on est capable de faire 3 ou 4 conférences de presse au fil des années. Ça a un intérêt politique, et je le dis sans cynisme, ça fait partie de ce qui fait qu'on a ou pas tel ou tel type de service. Mais il s'est posé récemment, on ne se rappelle déjà plus, mais il y avait le plein emploi avant que la COVID ne sévisse et on ne parvenait pas à nantir les postes dans plusieurs, en tout cas dans certaines régions où je suis allé. Donc, on voulait offrir davantage de services à domicile, mais on n'avait juste personne qui était disponible pour l'offrir avec les compétences requises pour ce faire. Donc, c'est un problème nouveau, c'est relativement inédit dans l'histoire du Québec que cette déficience d'accès à des ressources formées dans un contexte de quasi plein emploi. Donc, on a de la misère même à dépenser les budgets qu'on a. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas à l'heure du jour quand on va revenir. J'espère qu'on aura à ce moment-là davantage de personnes qui étaient dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration qui vont peut-être reprendre une nouvelle carrière pour dispenser des soins. Alors, malheureusement, je suis bien désolée d'annoncer que la période de questions est maintenant finie. Donc, je vous propose de prendre toutes les questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas pu répondre, puis peut-être de les adresser plus tard d'une autre façon. Alors, merci beaucoup à tous les participants de leur enthousiasme pour cette période d'échange. Donc, c'est fini pour moi. Je vais passer la parole à Nassera Touati qui va peut-être résumer quelques points, puis clore le webinaire. En fait, j'aimerais remercier et les conférenciers et les participants pour la richesse en fait des échanges. C'est sûr que plusieurs personnes sont restées peut-être sur leur faim parce qu'on n'a pas assez le temps, mais je vous inviterai en fait à lire les documents qui vont vous être acheminés dans quelques jours. Donc, pour compléter un peu vos connaissances sur le sujet, on va vous envoyer quelques publications de nos 2 conférenciers. Les personnes qui n'ont pas pu assister aussi à ce webinaire auront l'occasion d'écouter en fait l'enregistrement, donc ça va être diffusé sur plusieurs plateformes. Maintenant, si je dois en fait synthétiser un peu ce qui a été dit, je dirais que c'est extrêmement difficile de rendre compte de toute la richesse des discussions, mais j'insisterai peut-être sur 2 points. On voit à quel point c'est difficile justement de répondre aux besoins variés des différentes personnes âgées. Et en fait, ça exige d'intervenir à différents niveaux. Ça exige d'intervenir à l'intérieur de nos organisations, notamment en matière de gestion du personnel,
mutuelle, d'organisation du travail. On a beaucoup insisté sur l'importance de mieux rémunérer, mais ce qu'on retient aussi, c'est que ça va bien au-delà de ça, même si c'est un élément extrêmement important. Ça exige aussi une meilleure reconnaissance de l'expertise des intervenants. Ça exige des pratiques de gestion des ressources humaines pour retenir les personnes et faire en sorte qu'elles continuent justement à répondre aux besoins de nos aidés. Au-delà des interventions à l'intérieur de nos organisations, ce qu'on voit aussi, c'est que ça exige aussi de revoir les relations entre les organisations. Plusieurs d'entre vous ont mentionné les problèmes de coordination, les coordinations entre le CIUS et les résidences d'hébergement privé. Et donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là pour améliorer la collaboration. Et encore une fois, c'est des processus qui prennent du temps. Il ne s'agit pas de décréter des normes. Il faut que les gens s'assoient ensemble, qu'ils regardent les problèmes et qu'ils trouvent des solutions qui sont adaptées à leur réalité. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut aussi renouveler la gouvernance. Louis Demers a beaucoup insisté sur les effets pervers, notamment de la réglementation pour améliorer la qualité des services, les effets pervers pour les petites résidences. On a aussi parlé des enjeux de contrôle de ces résidences par les SUS. Et ce que je retiens, c'est que ça ne peut pas passer uniquement par des normes et des standards, encore une fois. Il faut faire en sorte aussi que la gouvernance du système repose sur les intervenants de première ligne. François a beaucoup insisté sur l'importance d'impliquer justement les intervenants dans l'amélioration du système, dans l'analyse des problématiques et dans le solutionnement de ces problématiques. Donc, c'est une gouvernance qui est beaucoup plus distribuée et qui ne repose pas uniquement sur des approches top-down. Et je dirais aussi, ce que je retiens aussi, c'est l'importance de renouveler peut-être nos politiques publiques. Il faut faire en sorte que nos politiques publiques fassent en sorte que toutes les personnes qui sont dans le besoin accèdent justement aux services dont elles ont besoin. Lui a beaucoup insisté justement sur la difficulté de répondre par exemple aux besoins des personnes qui ont des faibles revenus. Donc, il faut renouveler nos façons de faire pour permettre justement de mettre sur pied des résidences de petite taille qui répondent aux besoins des personnes qui sont plus pauvres dans notre société et pour répondre aussi aux besoins des personnes qui sont dans les régions. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais en fait, ce que je décrypte à travers nos discussions, c'est aussi l'importance de revoir nos politiques de financement des services. Louis Demers a mentionné très rapidement en fait, une tentative de réforme qui a malheureusement avorté, donc qui a été notamment proposée par M. Régent Hébert quand il était dans le Parti québécois, au ministère de la Santé. Ça n'a pas abouti parce qu'en fait, il y a eu un renouvellement du gouvernement, mais c'est peut-être une opportunité pour qu'on s'interroge comme société sur comment répondre aux besoins des personnes vieillissantes. Et je reprendrai en fait une phrase de lui. Il a dit, en fait, les choix ne sont pas évidents parce qu'il y a toujours des coûts d'opportunité. Si on fait quelque chose, c'est toujours au détriment d'autre chose. Donc, il faut qu'on ait une vision d'ensemble sur les besoins, mais on est à un moment crucial pour justement s'interroger sur les besoins des personnes âgées et j'espère qu'il y aura une mobilisation de tout le monde autour de ça. Alors, voilà en quelques mots ma petite synthèse et j'espère que vous allez continuer à échanger autour de ce sujet passionnant. Alors, je vous souhaite à tous un bon après-midi.